Les personnes qui nous ont rejoints en visio ne sont pas forcément témoins de ce qui se passe dans la salle, mais comme on est très peu nombreux, on a opté pour un format très groupé, très informel, où on sera tous réunis autour de la table. Et on invite bien sûr les gens qui sont en visio à nous poser toutes questions qui leur viendraient via le chat de la conversation. Ma collègue Camille nous les retranscrira. Et comme ça, vous pourrez bénéficier des réponses et contribuer aux échanges au même titre que les deux personnes présentes avec nous ce soir. On va les introduire rapidement. Les garants de la Commission nationale du débat public sont également parmi nous. On leur laissera le temps d'un mot d'introduction. Et puis, autour de la table ce soir, vous allez entendre et nous allons écouter Ralil de l'équipe Élise Énergie, en charge du projet, Julien et Lucas, qui sont sur les études et qui viendront nous donner un peu de détails méthodos sur comment on peut, tout autour de la table ensemble ce soir, débattre des notions de risque et nuisance. Ils sont venus accompagnés de leur bureau d'études NALBEO, représenté par Muriel Jolivet, si je n'écorche pas votre nom, voilà, et qui viendra aussi nous prêter main forte pour développer certaines notions et parler un peu plus concrètement de la méthodologie des études. Moi-même, ce soir, à l'animation, Amandine, avec ma collègue Camille, on sera là aussi pour s'assurer que les échanges peuvent avoir bien lieu et qu'on prend bien note de tout ce qui se dit, de toutes les questions qui sont posées. Et pour faire très court, cette présentation ce soir va être segmentée en 3. On va avoir une première partie sur le projet, puis un temps d'échange questions-réponses où on prendra le temps de la discussion entre nous. Peut-être qu'on se laissera 10-15 minutes pour être sûr que tout le monde a bien compris le projet. De la même façon, après, on repart sur un mode un peu plus formel de présentation. Là, on va se concentrer sur le cadre méthodologique et la notion d'étude de risque. Donc là, on donnera la parole aux collègues d'Élise qui viendront nous expliquer ça en détail. On repasse sur un temps de questions-réponses autour de la table. On reprendra aussi les questions des personnes présentes en visio. Et puis, dernière séquence où là, on se focalise sur l'étude d'impact. On finit avec un temps de questions-réponses. Si toutefois, il y a des questions qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, ce sera aussi le moment de les traiter. Et puis, je pense qu'on va se lancer comme ça et voir entre les personnes en visio et les personnes en présentiel comment on peut dynamiser tout ça pour que chacun puisse participer dans les meilleures conditions. Alors, je vais passer à la slide suivante et laisser la parole à Madame de Jour, Monsieur Frossard, si vous avez un mot rapide comme vous souhaitez. Parce que, voilà, enfin, ce soir, pas nombreux. Je pense que, est-ce que vous étiez présents tous les deux à la réunion? Donc, bon, après, comme voilà, il faut quand même le coup de revenir sur le détail pour aller un petit peu plus vite sur la présentation. Ce que je voudrais dire quand même, on n'est pas nombreux, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Énormément. Il y a un bon travail de proposition qui a été fait, de l'affichage, etc. On a refait le point avec la concertation, avec Élise, bien de la valorisation. Il s'avère que ça aussi la mobilité dans le coin. Les gens ne sont pas forcément très opposés au projet, donc ça fait un petit peu de choses. C'est l'analyse, l'interprétation qu'on en a en tout cas. Donc, bon, quand même, c'est intéressant de maintenir cet avis avec vous, que vous puissiez vraiment, l'idée, c'est de poser vos questions, voir, faire vos critiques, votre analyse, pour que ça puisse amender, améliorer le projet. Donc, on compte sur pour ça aujourd'hui. Et puis nous, de toute façon, on va faire, heureusement, on a bien prévu ces stands, on va aller vers les gens dans l'espace public, il y a aussi stands mobiles pour que l'on puisse dans l'espace public avec mon de passage, pour aller au-devant des habitants et leur présenter le projet de Cora. Avec ce moyen-là, la possibilité quand même d'avoir la parole du grand public, parce que ce soir, on va dire que ce soit le grand partenaire du projet. Je crois que cette fille en vidéo aussi fait partie de la page. Oui. Ouais. C'est ça. Il y a une personne, alors je parle dans le micro. Je ne sais pas, on verra si ça améliore l'audio pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas sur place. Sinon, je m'en passerai, comme ça, on reste sur l'échange qu'on vient d'avoir. Oui, si vous n'entendez pas, vous l'écoutez. On va vérifier avec eux. Mais normalement, on n'a pas eu de plainte, donc ça devrait aller. On va rester là-dessus. Une personne devait également nous rejoindre en visio, qui était effectivement une personne grand public. On attend qu'elle se connecte. Si elle nous rejoint, on vous le signalera. Voilà. Micro. Alors, je vous laisse mon micro.
Alors oui, donc moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Donc voilà, et puis pour se présenter, donc Valérie et moi, Jonas, on est donc les 2 sur les 3 garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public. On intervient du coup en tant que tiers neutre pour garantir cette concertation. Donc on est indépendant par rapport au maître d'ouvrage, hein. On n'est pas rémunéré par eux, on est indemnisé par la Commission nationale du débat public. On est neutre par rapport au projet, hein. On n'a pas à donner notre avis, on a juste à vérifier que les conditions du débat soient bien présentées, soient bien en place. Et les bonnes conditions, c'est la transparence de l'information, donc l'information qui va vous être donnée soit bien transparente, qu'on soit dans de la recherche d'argumentation, donc c'est vraiment ce qu'on va vous demander ce soir, de donner votre avis sous forme d'argumentation, pas juste dire j'aime bien, j'aime pas, mais vraiment aller plus loin sur les argumentations. Égalité de traitement dans les prises de parole, effectivement, la CNDP aime le rappeler, toutes les paroles se valent, que ce soit celle du maître d'ouvrage ou de n'importe qui. Hein, voilà, donc là-dessus, on ne fait pas de différence. Et puis l'inclusion, donc j'ai commencé par ça, on recherche la diversité des points de vue. Ce soir, encore une fois, elle n'est pas là autour de la table. C'est dommage, on le regrette, je pense que le maître d'ouvrage aussi le regrette, mais c'est comme ça, c'est un fait. Donc encore une fois, on va aller les chercher, ceux qu'on n'a pas autour de la table, pour quand même avoir cette diversité et avoir voilà, le plus possible de paroles différentes et diverses. Voilà. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, hein. Je pense qu'après, on a dit déjà tout au forum de lancement. Oui, peut-être dire quand même qu'à la fin de cette concertation, on est chargé de faire un bilan. Donc, on va reprendre l'ensemble des avis, des expressions formulées dans le cadre de cette concertation-là, sous les différentes modalités qui sont proposées, pour en faire une synthèse et puis formuler un certain nombre d'enseignements et de recommandations aux maîtres d'ouvrage pour la suite de la concertation, ce qu'on appelle la concertation continue. Voilà, donc c'est notre rôle de participer aussi à l'ensemble des ateliers qui sont organisés pour pouvoir voilà, nourrir notre écriture de ce bilan de la concertation qui sera une pièce administrative qui va être affiliée au projet tout le long de la vie administrative du projet. Voilà. De choses, c'est que quand on parle d'arguments, parce qu'effectivement c'est un point central pour la CNDP, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a 90% des arguments qui seraient en faveur du projet, s'il y en avait 10% qui ne l'étaient pas, nous on n'est pas là pour dire qu'il y a 90%, 10%. Chaque argument a autant de valeur et de poids. Et l'intérêt n'est pas de dire le pourcentage des oui ou des non sur un projet, surtout quand on est dans une concertation préalable. C'est vrai que parfois c'est mal compris, mais c'est vraiment un point très important. Et moi, je rajouterais juste parce que c'est pas parce qu'on est peu nombreux ce soir, c'est la concertation, elle dure 3 mois, c'est un processus dynamique, chemin faisant, qui s'incrémente au fil du temps. Et tout atelier, j'allais dire, tout moment du débat, des échanges, nourrit et permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans cette concertation et dans la compréhension du projet. Un projet nouveau, un projet, on sent aussi les projets industriels, c'est particulier en France. Et j'allais dire, cette concertation peut aussi contribuer au-delà, j'allais dire, de vous-même aussi à mieux peut-être comprendre les enjeux autour des projets industriels. Et donc, j'espère qu'il y aura cet atelier aussi très intéressant autour de ça. Merci. Donc, on a remis les contacts sur la slide pour les personnes qui souhaiteraient les récupérer, puisque vous êtes à disposition aussi s'il y a des gens qui vous posent des questions. Je rappelle juste que cette concertation, elle se tient du 4 décembre au 25 février 2024 et qu'elle sera suivie aussi d'une concertation continue qui doit accompagner le projet jusqu'au stade d'enquête publique, qui est la dernière démarche administrative importante lors de laquelle l'avis du public est sollicité. Donc, notre démarche à nous, à notre étape, doit faire l'objet d'un bilan de la concertation par les garants et d'une réponse du maître d'ouvrage qui doit permettre d'argumenter les différents points qui ont été soulevés.
Et ensuite, l'autre étape importante, vous l'avez compris, c'est le dépôt des autorisations administratives. On a prévu 18 rendez-vous clés, 17 puisque le forum de lancement est passé, c'était la semaine dernière. On a des modalités comme ce soir où on est tous autour de la table et c'est un peu plus un échange sur la base des informations qui sont communiquées par les équipes. Donc on a des thèmes, ce soir c'est risque et nuisance, la semaine prochaine raccordement électrique. On a une modalité conférence-débat sur le sujet de l'eau pour approfondir avec des intervenants extérieurs qui peuvent peut-être aussi apporter un regard différent de celui proposé par les équipes d'Élise aujourd'hui dans le cadre du projet. On a mis en place des petits déjeuners pour cibler des publics qu'on espère rencontrer de façon plus spécifique. Il y a eu les élus ce matin, il y a les étudiants à Grenoble. On va passer par la plateforme pour rencontrer les salariés et les entreprises locales. Et après, on va aller à Lyon aussi rencontrer les acteurs économiques du milieu dans lequel le Élise Énergie évolue. Et après, on a effectivement, comme l'a rappelé M. Frossard, 6 stands mobiles, dont le premier a lieu demain matin au marché de Roussillon, qui doivent nous permettre d'aller vers les gens qui ne se déplaceraient pas d'eux-mêmes à la concertation, et du coup aussi d'expliquer ce projet, de tester les idées, les marges de manœuvre avec eux. Donc, je vais passer rapidement sur la slide qui suit, qui rappelle juste qu'au-delà de ces temps participatifs, il y a aussi des outils pour contribuer en ligne, notamment avec le site internet mi-rhône-concertation.fr, le registre des contributions. On a une messagerie vocale aussi pour collecter les avis que les gens nous laisseraient. Et il y a le cahier d'acteurs pour toutes les associations, parties prenantes institutionnelles ou autres, qui souhaiteraient se regrouper pour communiquer un avis. Donc tout sera versé au bilan. Les objectifs de ce soir, c'est justement d'approfondir cette thématique des risques et nuisances ensemble, de pouvoir poser toutes les questions. On a la chance, on a les équipes projet et les personnes qui travaillent plus spécifiquement sur cet aspect du dossier, donc ça veut dire qu'on peut aller un cran plus loin sur les questions qui seront posées pour vraiment faire le tour du sujet, et aussi recueillir un certain nombre de recommandations ou de points de vigilance. Donc le déroulé, je ne vais pas le refaire, on l'a présenté rapidement tout à l'heure. On va donc commencer avec un rappel du projet Emron avant de vous ressolliciter pour un temps d'échange. Khalil, si tu préfères parler à table, je t'emmène le micro de suite. Et donc, on est lancé. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ce soir m'incombe la lourde tâche de vous présenter le projet. Avant de rentrer dans le détail, effectivement, pour nous, pour Élise Énergie, la raison d'être d'Élise Énergie, quand on développe ce type de projet que serait le projet Emerald, pour nous, il y a 3 leviers importants pour décarboner notre environnement qu'on aimerait rappeler. Le premier, c'est les évolutions de comportement entre nous, en tant que citoyens, en tant qu'être humain, en tant que société. Pour faire sens et pour faire société, il faut pour nous une prise de conscience, profiter de la prise de conscience que nous avons tous ensemble pour aller vers des comportements qui nous permettent de réduire, si ce n'est d'éviter, les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons collectivement. Le deuxième levier, c'est forcément l'innovation incrémentale que nous pouvons avoir dans nos usages au quotidien. En tant que société, on peut citer par exemple le principe assez simple qu'ont eu des bateaux depuis le Covid de réduire leur vitesse de croisière sur les océans, qui a permis de réduire une partie de leurs émissions. Nous pouvons penser aussi à la modification de la forme que peuvent avoir les avions pour limiter leur consommation. Nous pouvons aussi penser à l'amélioration de procédés que nous utilisons plus régulièrement, comme les moteurs de voitures, les ampoules à basse consommation, le matériel, tout le matériel électroménager que nous avons chez soi. Il est toujours plus pertinent d'avoir un matériel avec une très bonne efficacité énergétique qui permet aussi de faibles émissions comparé à un matériel qui émet plus, qui est moins performant. Et enfin, le comportement sociétal, l'innovation incrémentale ne permettent pas tout. Il y a des émissions qui ne peuvent pas être abattues, évitées. Et c'est dans ce cadre-là que Élise Énergie souhaite apporter une contribution, une réponse, une partie de réponse pour permettre de réduire d'une part le recours aux énergies fossiles,
mais aussi permettre le recyclage d'une partie du CO2 qui est émis par les activités humaines dans l'atmosphère. Ce recyclage qui permettrait, selon le procédé que nous proposons dans le cadre du projet, de fabriquer un carburant de synthèse qui permette de se substituer à un carburant fossile, tout en permettant de recycler une partie du CO2, celui qui est capté. Pour autant, le projet, pour nous, pour répondre à cet enjeu et adresser ce besoin, le projet a une nécessité d'avoir une dimension qui lui permette de faire sens d'un point de vue de décarbonation, de faire sens d'un point de vue économique et de faire sens dans le sens de l'intégration territoriale et des synergies avec les autres industriels et les autres parties prenantes qui sont l'écosystème local du projet. Il y a pour nous, du coup, un certain nombre d'invariants au projet, que peuvent être le calendrier de la mise en service, qui aujourd'hui est, dans l'hypothèse où le projet se faisait, prévu pour 2027, la certification bas carbone, c'est-à-dire que les intrants doivent être, dans une certaine mesure, bas carbone pour permettre une certification de l'ensemble du produit. Un objectif de production qui est, je le rappelle, 150 000 tonnes de méthanol produit chaque année sur le site des Roches-Roussillon. Le site par lui-même, effectivement, qui est une implantation pour nous essentiellement stratégique, dans le sens où le gisement et le réservoir de CO2 disponible dans l'environnement de la plateforme est important et permettent de faire sens pour la production de e-méthanol. Et la capacité et la connaissance par l'écosystème de la plateforme et des industriels qui le composent, des enjeux que peuvent représenter un projet industriel aujourd'hui en France. Et le thème de l'atelier thématique ce soir en est une illustration parfaite des risques et dangers associés à l'installation d'une nouvelle usine, en l'occurrence ici de production de e-méthanol. Les parties prenantes et les acteurs de la plateforme ont pleinement conscience de ce type d'enjeux et de ce type de sujet, puisqu'ils le vivent eux-mêmes au quotidien. Donc il n'était pas pour nous pertinent d'avoir un projet comme celui-ci qui soit à l'extérieur d'une plateforme chimique qui connaissent ce type d'aspect comme nous allons vous le présenter plus tard. Et enfin, ce qui me permet de faire le lien avec les synergies industrielles, les composantes du projet et le produit final que nous proposons au travers de ce projet sont des biens communs aux acteurs de la plateforme. Et il y a là effectivement des synergies industrielles à pouvoir développer en partenariat et venir consolider un tissu industriel déjà très fort au sein de la plateforme. Concernant les ressources du projet, donc effectivement, un projet visant à la production de 150 000 tonnes de méthanol mobilise un certain nombre de ressources qui sont pour nous des ressources clés qui permettent de produire cette quantité-là de méthanol et qui sont elles-mêmes assujetties à un certain nombre d'alternatives qui nous permettent, qui sont mises au débat et qui nous permettent de collecter les sollicitations, les interrogations et les contributions du grand public et des institutionnels sur l'enjeu de dimensionnement du projet et de l'utilisation de la ressource. Ces ressources sont l'électricité, l'eau, le dioxyde de carbone, l'hydrogène nécessaire à la fabrication du méthanol et la vapeur d'eau nécessaire au procédé même de fabrication de méthanol. Enfin, un petit mot concernant le calendrier et puis le budget associé à ce projet. Si le projet devait voir le jour, comme tout projet industriel, il est composé de plusieurs phases, qui sont des phases d'une part d'études, qui s'allient à des phases d'instruction administrative, et ensuite, si l'ensemble de ces phases arrivent à terme, il y aurait effectivement une phase de construction. Mais finalement, au stade où nous mettons au débat au travers de cette concertation le projet Émeraude, des études préliminaires qui nous permettent de s'assurer d'une faisabilité du projet
se sont terminées. Et effectivement, pour permettre l'entrée dans une phase d'étude de base, un certain nombre d'optionnalités, d'alternatives restent ouvertes aujourd'hui pour le maître d'ouvrage, qui ne sont pas déterminées, qui ne sont pas figées et qui nécessitent d'être approfondies au travers d'études. Et dans ce contexte-là, nous ouvrons le débat et la concertation pour nous permettre de collecter, de recueillir déjà l'acceptabilité et le bien fondé du projet. Et si le projet devait être accepté, s'il devait voir le jour, dans quelles alternatives pourraient-ils être adaptées aux contraintes locales, territoriales, sur les alternatives que nous avons proposées et nous n'avons pas rappelé ce soir, qui sont des alternatives concernant la ressource du CO2, la ressource en eau et les modalités d'acheminement. Et donc, à l'issue de cette concertation, et si les résultats en sont positifs, s'ouvrirait alors une phase d'études de base qui nous permettent de développer la présentation du projet avec un degré d'information compatible avec une instruction du dossier par les services de l'État. Et enfin, notre COCESIN, pour en dire deux mots, effectivement, RTE, notre COCESIN, a effectivement en parallèle 3 temps et 3 phases de projet où ils ont effectivement une phase d'étude, une phase de procédure administrative et une phase de travaux qui nous permettent de nous raccorder à notre site. Enfin, aujourd'hui, selon nos estimations et le budget prévisionnel, le projet est estimé à un coût proche de 700 millions d'euros pour l'ensemble de sa construction. Merci Ralil. On va ouvrir le premier temps d'échange puisque pour discuter ensuite des risques et des impacts, on va d'abord s'assurer que vous avez bien compris de quoi le projet était composé. Donc je propose à ma collègue de couper le partage d'écran pour qu'on puisse voir les personnes aussi en visio si elles lèvent la main. Et comme ça, on prendra vos questions que vous pourriez poser sur le chat et on les communiquera à la salle par ordre chronologique. Donc, autour de la table, nous sommes très nombreux. On va tous se retourner vers nos deux participants pour les solliciter. Mais est-ce que vous voulez... Alors, on avait prévu des supports, des petits post-it, si vous voulez d'abord réfléchir individuellement et ensuite nous partager vos questions. Mais comme on est assez peu nombreux, finalement, si vous avez des questions, on va se permettre un mode d'échange plus spontané et on est à votre écoute. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas de questions. Monsieur au fond de la salle, qui ne nous avait pas rejoint à la table, sans vous culpabiliser aucunement. Personne n'a de questions sur cette partie. Le projet est très clair, il n'y a pas de demande particulière. Alors, on va peut-être commencer à rentrer dans le sujet qui nous intéresse ce soir. En fait, pour pas qu'il y ait de problème de compréhension, monsieur contribue à la mise en place de cette salle et on lui a dit que quitte à rester parmi nous ce soir, il pouvait aussi contribuer. Donc voilà, ne le prenez pas pour un participant quelconque qui nous aurait rejoint en cours de route. Il nous a aidé à installer la salle ce soir. Il peut tout à fait contribuer. Il en est averti. Je vais vous rendre ce micro. Vous pouvez prendre celui de Ralil, comme ça vous arrange. Et on va pouvoir se lancer sur la partie risque et nuisance. S'il n'y a pas de questions non plus en visio. Okay. On ne vous oublie pas en visio. N'hésitez pas à vous manifester si besoin. Vous voulez la zapette ou... Non, c'est bon. Ça ira. Très bien. Donc effectivement, oui, le projet Rhône s'inscrit dans un cadre réglementaire assez strict. Et dans ce cadre réglementaire, la réglementation impose un certain nombre d'études et de documents à fournir à l'administration dans le but de constituer le dossier d'autorisation environnementale. Et l'État impose deux grosses études. C'est dans les deux études dans lesquelles on va parler. La première, c'est l'étude de danger, qui concerne plutôt la partie risque industriel, identification des risques industriels. Et ensuite, le deuxième volet, qui est plutôt l'étude d'impact, pour identifier les nuisances potentielles et l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement. Alors, c'est important de rappeler que le projet Rhône, il repose sur des technologies qui sont connues et maîtrisées, et pour lesquelles les énergies bénéficient d'un retour d'expérience sur ces technologies. Alors, avant d'aller un peu plus dans le détail, je pense que c'est important aussi de faire la différence et de bien comprendre la notion entre un danger et un risque. Donc, qu'est-ce qu'un danger? Donc, un danger, c'est une situation, un équipement ou une substance qui pourrait causer des dommages, des blessures. Ça, c'est un danger.
Un risque, en fait, c'est la probabilité finalement que ce danger arrive. C'est le résultat de l'exposition à ce danger. Et donc, il y a deux notions qui s'inscrivent dans la notion de risque. C'est la gravité, liée aux conséquences finalement du danger, et la probabilité. Et donc, un risque, finalement, il peut être faible, voire nul, même en présence d'un grand danger. Et donc, on a un exemple, je pense, suivante. L'exemple, c'est finalement le cas d'une falaise. Donc, tomber d'une haute falaise, effectivement, ça peut provoquer la mort ou de graves blessures. Donc, le danger est très grand. Mais à partir du moment où, par exemple, on installe une barrière devant la falaise, là, le risque est très faible. Donc, voilà un exemple qui montre la différence entre un danger et un risque. Sur la partie risque industriel, en quoi ça consiste? Donc la partie risque industriel, ça fait référence aux dangers potentiels liés aux installations industrielles. Tout ce qui pourrait mal tourner, finalement, sur le procédé, sur l'installation. Et donc, c'est lié effectivement à un événement accidentel qui impliquerait des produits, des substances, des installations, des procédés, qui auraient des impacts dangereux qui pourraient entraîner des conséquences graves sur plusieurs parties. Les premières, c'est finalement les exploitants du site, qui sont vraiment les premiers concernés. Et puis, en fonction de l'importance de la taille de l'événement majeur, qui pourrait aussi avoir des impacts sur les populations environnantes, mais aussi les biens et également l'environnement. Donc, quand on parle de risque industriel, voilà, on parle effectivement d'accidents majeurs qui pourraient toucher toutes ces populations, tous ces volets. Alors, comment on fait pour maîtriser ces risques? Donc, la gestion des risques, l'objectif, c'est de réduire la probabilité que ces risques arrivent et les conséquences de ces accidents. Pour ça, on dispose de plusieurs outils, et donc 4 outils. Le premier, c'est finalement, et qui revient à l'exploitant, c'est la maîtrise du risque par l'exploitant. C'est eux qui sont en première ligne, c'est l'exploitant qui est en première ligne, et donc c'est l'identification par l'exploitant de toutes les sources de danger, les mesures de prévention, de protection que l'exploitant met en place pour prévenir ces risques-là. Ensuite, il y a la maîtrise de l'urbanisation. Quand un projet d'installation industrielle s'implante à un endroit, il doit prendre en compte finalement l'urbanisation existante. Et donc l'objectif, c'est de s'assurer que, d'une part, les populations sont suffisamment éloignées du danger, mais l'inverse aussi, que les dangers sont suffisamment éloignés des populations. Les deux autres aspects, ça concernait plutôt l'information du public. Donc c'est important que le public soit informé et soit au courant des risques dus aux installations qui sont proches de chez lui, de reconnaître effectivement les signaux d'alarme, les sons spécifiques pour avertir d'un danger. Et il y a aussi effectivement, en dernier recours, si l'accident venait à arriver, l'organisation de l'ensemble des moyens de secours, que ce soit les moyens de secours privés de l'exploitant, mais aussi externes avec notamment les pompiers, le SDIS et tous les acteurs qui permettent effectivement de mobiliser les moyens de secours. Et donc sur la partie risque industriel, et le projet même Rhône s'inscrit donc effectivement dans un cadre réglementaire, et le projet fait appel à plusieurs cadres, plusieurs volets. Le premier qui est ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, donc les ICPE. Donc le projet même Rhône s'inscrit dans ce cadre-là, est une ICPE. Le deuxième volet concerne plutôt au niveau européen, avec la directive européenne Seveso. Et donc le projet s'inscrirait également dans ce cadre-là, puisque le projet serait potentiellement Seveso seuil bas. Et toujours le dernier volet qui concerne plutôt effectivement la partie urbanisme, vu qu'on s'implante sur un site avec
industriel, mais avec des populations autour, avec ce qu'on appelle les plans de prévention des risques technologiques, les PPRT. PPRT est déjà en place actuellement, et donc le projet EMRON devra répondre, s'inscrire dans le PPRT actuel. Sur la partie ICPE, pour déterminer si un site, si une installation est potentiellement une ICPE, comment on fait? Donc la première étape, c'est de faire l'inventaire de l'ensemble des installations et des activités du site. Une fois qu'on a ces inventaires des produits, des installations, des activités, on consulte ce qu'on appelle la nomenclature des ICPE, qui répertorie un certain nombre de rubriques, et en fonction des activités, des quantités de produits, on est soumis à différentes rubriques de la nomenclature. Et on va regarder pour chaque rubrique les seuils qui sont atteints ou dépassés. Et en fonction des différents seuils pour chaque rubrique, on a un classement, un régime d'autorisation applicable au site, qui peut être, enfin, il y a plusieurs régimes applicables en fonction des seuils atteints. Et qui commence par le régime de déclaration. Ensuite, on a le régime d'enregistrement, d'autorisation. Et ensuite, et c'est là que se fait le lien avec les statuts CDSO, on a l'autorisation CDSO seuil bas et l'autorisation CDSO seuil haut. Le projet EMRON, lui, s'inscrirait plutôt dans le régime d'autorisation CDSO seuil bas. Et donc, pour la partie PPRT, donc les PPRT, donc ce sont des plans de prévention des risques technologiques qui ont été créés à l'issue de la catastrophe d'AZF en 2001 et qui concernent plutôt les installations existantes avant 2003 et qui définit des périmètres, on va dire, de sécurité autour des installations CVO seuil haut uniquement. Et donc, les PPRT, ils permettent de, on va dire, réguler et gérer l'urbanisation autour de ces sites CVO seuil haut, soit en définissant en gérant les situations d'urbanisme actuelles au moment du PPRT, soit de gérer l'urbanisation future autour de ces sites, en définissant des règles avec des zones d'interdiction, de prescription, voire même d'expropriation possible autour de ces zones. Donc le PPRT, c'est vraiment plutôt sur la partie urbanisation autour des sites CVO seuil haut existants avant 2003. Donc là, on est sur un... Il n'y a pas de PPRT, de nouveaux PPRT autour des sites CVO seuil haut. On s'inscrit, mais le projet EMRON s'inscrit dans le PPRT actuel. Donc voilà, on a vu qu'il y avait un cadre réglementaire assez complet dans lequel va devoir s'inscrire le projet EMRON. Alors, on voulait vous proposer d'enchaîner sur le Zoom sur l'étude de danger pour faire le lien entre cette partie un peu théorique et comment elle impacte concrètement le projet. Toutefois, il y a des questions de compréhension qui nuisent justement à la compréhension de la partie qui suit. Il ne faudra pas hésiter à nous interrompre. C'est valable pour les gens en présentiel et les gens en vidéo qu'on guette également. Pas de questions. Très bien. On peut donc continuer. Je vais continuer dans ce cas-là. L'étude de danger, donc comme Lucas vous le disait, lorsqu'on souhaite créer un nouveau site industriel, on doit d'abord définir un classement du régime des CPE. Lorsque ce classement arrive à autorisation ou plus, l'exploitant est tenu de réaliser une étude de danger. Cette étude de danger, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet d'identifier, de recenser l'ensemble des potentiels de danger qu'il va y avoir sur l'installation projetée. Les potentiels de danger, c'est les risques d'incendie, les risques de fuite, les risques d'explosion même. Et donc, l'étude de danger va faire le recensement de tous ces risques-là. Elle va aussi mettre en évidence les éléments qui sont mis en place pour éviter que ces situations arrivent et comment elles sont gérées si malheureusement elles devaient arriver. Donc
voilà, c'est un outil qui sert à la fin à montrer que les risques sur l'usine sont maîtrisés. C'est vraiment un outil sur lequel sera jugé l'exploitant lors de sa demande d'autorisation d'exploiter. C'est une des deux pièces maîtresses de ce dossier, avec l'étude d'impact dont Lucas vous parlera après, qui permettra voilà, de juger de la viabilité d'un point de vue risque industriel de notre projet. Alors, il y a plusieurs objectifs d'un point de vue réglementaire, mais également des objectifs qu'Elise s'est mis pour pouvoir travailler autour des risques industriels. Donc, les objectifs réglementaires, essentiellement, ça va être de démontrer que les effets des différents scénarios qui seraient identifiés, que les effets soient contenus, les effets graves, pardon, soient contenus à l'intérieur des limites de notre site. Il n'y ait pas d'impact d'effets graves sur les populations. Ça, c'est la règle. Voilà, c'est posé par la réglementation. Et comme l'a dit Lucas, on s'inscrit également dans un contexte de PPRT existant. Et donc, il va falloir regarder, s'assurer que les contraintes définies dans ce PPRT sont respectées. Les objectifs d'Elise Énergie qui vont un petit peu plus loin que ces objectifs réglementaires, donc ces objectifs qu'on se fixe des sur-objectifs, si je puis dire. Ça va être non seulement de contenir, donc je parlais de contenir les effets graves à l'intérieur des limites de la parcelle, on va essayer de s'efforcer de garder les effets qu'on va définir comme significatifs également à l'intérieur de la parcelle. S'assurer que l'impact auprès des zones d'accès public soit limité au maximum, donc au-delà de ce qu'impose la réglementation. Nous avons aussi pour objectif de ne pas modifier les périmètres des PPRT actuels, c'est-à-dire de ne pas avoir d'impact sur les industries qui pourraient nécessiter une révision des PPRT. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas avoir. Alors, d'un point de vue méthodologie, comment on fait une étude de danger? Donc ça, c'est régi pareil par des arrêtés, des circulaires qui expliquent comment tout ça doit être réalisé. Globalement, je vous l'ai dit, c'est l'identification des potentiels de danger, donc liés à notre installation, mais liés aussi à l'environnement dans lequel on va s'implanter, on s'implanterait. Donc, que ce soit les risques liés à l'environnement naturel ou à l'environnement industriel. On va s'implanter sur une plateforme, on va avoir des voisins. Ce que ces voisins génèrent comme risque, on doit le prendre en compte, et c'est logique, dans cette identification des potentiels de danger. Une fois qu'on aura identifié ces potentiels, on va les analyser, on va analyser les différents scénarios identifiés. Et pour ça, on va avoir besoin de regarder quelle est leur probabilité d'occurrence, pardon. Donc la probabilité que le scénario arrive. On va y regarder également la gravité d'un scénario, si jamais on arrivait jusqu'à une fuite, un jet enflammé, une explosion. Quelle serait la gravité de ce scénario? Et on va aussi considérer la cinétique. Il y a certains scénarios, certains scénarios qui vont avoir une cinétique très rapide. Ça va être par exemple un flash fire, enfin une boule de feu. C'est quelque chose qui arrive très rapidement, mais il y a aussi des éléments plus longs dans le temps, comme par exemple un incendie, qui peut durer un certain temps. Donc, l'analyse de risque, c'est ça, tout en intégrant également une notion de barrière préventive et une barrière de protection, barrière protectrice. Donc ça, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail dans la slide suivante, mais je vais revenir un tout petit peu sur la partie probabilité et gravité, qui sont deux éléments clés pour la caractérisation d'un risque, donc d'un événement redouté, plus précisément. On travaille avec des matrices qui sont un peu stylisées ici. On a des matrices à double entrée avec d'un côté la probabilité d'occurrence. Donc plus on se trouvera à droite de ce tableau, plus on considérera que le scénario a des chances d'arriver. Et également, on va regarder les conséquences. Donc vous avez dit probabilité et gravité. Donc la gravité des conséquences, plus on sera en haut de ce tableau, plus les conséquences seront considérées comme graves. Cette matrice, elle nous permet quoi? Elle nous permet pour chaque scénario analysé de regarder un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Si on se trouve sur un scénario qui a lieu, qui n'a pas de conséquences graves et qui arrive très peu souvent, on va se retrouver dans la zone verte de la matrice, donc qu'on va appeler comme c'est la zone acceptable, ce qui signifie qu'en l'état, on n'a pas besoin d'ajouter plus de sécurité que ce qu'on a déjà prévu.
n'a pas besoin d'aller plus loin dans le détail de ce scénario. Par contre, si on a un scénario qui est gravissime et qui arrive souvent, on est d'accord que ça, c'est pas une situation qui va être favorable au développement d'un projet serein. Donc on va parler ici de zone plutôt non acceptable, c'est la zone rouge, dans laquelle on ne pourra pas avoir de scénario. Si notre analyse nous amène à avoir des scénarios dans cette zone rouge, ce qu'il faudra faire, c'est trouver des moyens de baisser la probabilité d'occurrence, de façon à se décaler un petit peu sur le tableau, et ou de baisser la gravité des conséquences potentielles, de manière à se rapprocher petit à petit de la zone orange ouverte, en baissant la probabilité d'occurrence du risque, en baissant la gravité de ses conséquences potentielles. Donc pour ça, comment on fait cela? Tout simplement en mettant en place des barrières que je vais détailler un petit peu plus par la suite. Donc tout d'abord des barrières préventives, on va éviter que le scénario arrive, donc on va limiter sa probabilité d'occurrence. Et si malheureusement le scénario arrive malgré tout, on ne va pas se cacher derrière le fait qu'on a mis en place plein de barrières de prévention. On va aussi regarder comment on va gérer les conséquences de ce scénario. Et donc mettre en place, si nécessaire, des barrières de protection, de manière à maîtriser l'accident. Je vais rentrer un petit peu plus dans le concret avec un exemple qui, je pense, permettra de mettre le doigt sur cette notion de barrière. Je vais prendre un exemple qui est assez standard. Du remplissage d'un bac. Alors, vous avez un bac ici, on va dire que c'est un bac de méthanol. On va commencer à le remplir. Et bon, c'était censé s'arrêter. Normalement, il y a un automatisme, il y a un arrêt manuel qui est prévu. Bon, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour arrêter tout ça? Donc, il y a un premier niveau de barrière, ça va être la mise en place d'un niveau relié à une alarme qui va prévenir qu'il se passe quelque chose de pas habituel. Associé à cette alarme, on peut avoir une procédure. Et cette procédure, ça va être, il y a l'alarme qui sonne, vous devez aller arrêter manuellement, arrêter le remplissage. Ça, c'est une première barrière. Ça dit qu'elle fonctionne. Ça peut arriver qu'on n'entende pas ou qu'il y ait autre chose à faire à ce moment-là. Il y a d'autres barrières. Il y a d'autres barrières qui vont permettre d'aller un peu plus loin. Donc là, on peut afficher la suivante. On peut avoir aussi des barrières automatiques. Un autre capteur de niveau qui va détecter un niveau encore un peu plus haut. Donc on continue de monter dans le tank. Il n'a pas encore débordé, mais là, il s'agit de faire quelque chose. Et là, on ne va pas forcément se reposer sur une procédure et sur une action humaine. On va envoyer directement l'ordre à la vanne d'alimentation de se fermer. Alors, il peut y avoir d'autres éléments, mais dans cet exemple assez simpliste, il suffit d'arrêter le robinet pour que le lavabo arrête de déborder. Enfin, ne commence pas à déborder. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est le cas où on évite le scénario, on évite le débordement du bac. Quel scénario ici qui nous intéresserait? Et comme je vous disais, c'est pas parce qu'on a mis en place des éléments qui permettent d'éviter ce débordement qu'on va se voiler la face et se dire que ça peut jamais arriver. Donc on va mettre en place également des barrières de protection qui vont permettre de canaliser, on va dire, un éventuel débordement. Donc le plus simple, le plus évident, celui auquel vous avez probablement pensé, c'est de mettre une cuvette de rétention tout simplement sous le bac. Cette cuvette de rétention elle va permettre de collecter le liquide une fois qu'il aura débordé et d'éviter qu'il s'enfonce dans les sols, qu'il se répande un petit peu partout, qu'il aille à un endroit où on ne le contrôle plus. Donc là, on est dans une barrière. On est après l'événement, donc il y a déjà la situation qui s'est déroulée. On n'est plus dans une situation normale. On est dans de la barrière de protection. On peut avoir également, on peut imaginer des systèmes de détection qui vont permettre d'alerter qu'il y a eu débordement, avec des procédures associées qui seront là plutôt des procédures d'urgence pour pouvoir gérer l'événement. Voilà. Il peut y avoir d'autres barrières, hein. On en a listé quelques-unes juste après. Donc on va rester sur les barrières protectrices, hein. Ça peut être des moyens incendies, si jamais on est sur du liquide inflammable. Ça va être des détecteurs de fuite, des détecteurs de présence de liquide, dans notre exemple. Ça peut être, si jamais il y a un incendie, des compartimentages, coupe-feu, de façon à ce qu'un feu à un endroit n'ait pas d'impact sur un autre endroit. Et sur les barrières préventives, donc on en a parlé un petit peu plus tôt, mais ça va être des alarmes, des mises en sécurité automatiques, des choix de matériaux, de systèmes de ventilation, etc., de soupapes, qui vont éviter d'aller jusqu'à l'accident. C'est vraiment ça l'objectif, éviter l'accident. Et dans la deuxième étape, si jamais ça arrive,
maîtriser l'accident. Voilà un petit peu comment on gère ces aspects-là sur une étude de danger. Sur les installations d'Emeraude, il y a déjà une pré-étude de danger qui a été commanditée, qu'on a réalisée avec Naldeo, qui a permis de mettre en évidence certains scénarios, certains effets. Donc, les effets, on peut les catégoriser en trois grandes familles, hein. Il peut y avoir les effets toxiques, les effets thermiques, liés à un incendie par exemple, et les effets mécaniques, ça va être les effets de projection, notamment qu'on va retrouver dans une explosion. Donc là, si on passe sur le slide suivant, on peut voir que les potentiels de danger identifiés sur l'installation potentielle de Emeraude sont liés à l'hydrogène, essentiellement, et au méthanol. Donc l'hydrogène, de par ses caractéristiques très inflammables, voire explosives, hein, selon certaines considérations. Donc la production d'hydrogène va générer des risques d'incendie, des risques d'explosion, qu'il s'agit de regarder en face pour pouvoir gérer en mettant les barrières adaptées si nécessaire, ainsi que le transport par canalisation d'hydrogène sur le site. On a également des risques liés au stockage, à la production, au transport de l'e-méthanol, qui lui revêt en plus de cela une dimension toxique lorsqu'il prend feu. Donc les vapeurs de méthanol génèrent des gaz toxiques, donc il s'agit de considérer ces scénarios-là avec attention. De même que les stockages d'amines qui sont utilisés pour la carbone capture, la capture de CO2. Voilà, donc ça c'est pour la partie étude de danger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette étude de danger, elle permet de faire ce travail d'analyse des risques et elle permet de justifier certaines barrières. Il y a d'autres barrières qui existent et qui permettent de maîtriser les accidents. C'est tout ce qui va être outils d'information et de formation au public. Donc pour ça, il y a plusieurs outils qui existent, notamment la commission de suivi des sites qui permet aux riverains de s'informer de ce qui se passe dans les industries aux alentours de chez eux. Il va y avoir plusieurs plans, je ne vais pas particulièrement détailler ici, mais qui permettent d'avoir une information auprès du public qui fait qu'il est au courant de ce qui peut se passer auprès de chez lui et de comment réagir en cas d'accident majeur. Donc ça, c'est des éléments qui existent déjà autour de la plateforme. Et au sein de certains industriels, tout le monde n'a pas de POI, mais voilà, c'est des choses qui existent déjà et dans lesquelles on aimerait s'inscrire. Voilà. Je reprends. On arrive donc au second temps de questions-réponses. Et là, nos participants s'angoissent parce qu'on va tous les regarder fixement en attendant qu'ils disent quelque chose. Je vous demande juste de parler dans le micro. L'étude préalable des dangers, qu'est-ce qui fait qu'on s'agit d'être en seuil Seveso bas sur les 4 dangers? C'est les 4 ou c'est l'un parmi eux? Alors, je vais tuer les temps. C'est bon. Alors, le classement, le statut Seveso n'est pas lié forcément au scénario de danger. En fait, c'est surtout lié à la quantité de produits sur l'installation. Oui, voilà, le volume stocké. Ah, d'accord. Alors, il n'y a pas de stockage d'hydrogène sur le site de Emeraude. C'est surtout le stockage de méthanol. Si vous voulez préciser. Il y a un seuil, oui, il y a différents seuils. Voilà. C'est ça. Qui déclenche ensuite le régime et du coup le statut, c'est des eaux aussi. Okay. Est-ce qu'en vision, on a des questions aussi? Non. Pas de questions en visio pour le moment. On a une question, on vous laisse le micro également. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la présentation que je trouve très très claire et pédagogique, ce qui n'était pas forcément évident sur ces sujets-là qui sont complexes.
Et vraiment, c'est très, très réussi, je trouve. Moi, j'avais une question, c'était un petit peu dans la continuité d'une question posée au forum de lancement. Effectivement, sur la question du classement par probabilité, on sait que, alors ouais, il y a des choses qui sont maîtrisées en termes effectivement d'installation, de sites, il y a des choses qui sont effectivement maîtrisées par vous. Mais en termes d'environnement, les choses sont plus compliquées et vont devenir de plus en plus dans une perspective effectivement de dérèglement climatique, avec une augmentation des événements extrêmes. Je pense aux canicules, mais pas que, hein, ça peut être aussi aux tempêtes, aux ouragans, quelque chose comme ça, qui fait que des choses qui avant étaient très très peu probables pourraient devenir probables dans un futur proche. Donc, je pense que vous y avez déjà répondu que c'était des choses qui étaient intégrées, ces scénarios de changement climatique. Ma question, elle est plus précise, ce serait de quel scénario finalement du GIEC vous utilisez pour quantifier cette probabilité? Est-ce que c'est les scénarios très pessimistes ou les scénarios plutôt optimistes? Enfin voilà. Alors, je vais vous répondre sur cette partie-là. Je vais essayer de m'assurer d'avoir bien compris. Donc, effectivement, dans un contexte de dérèglement climatique qui va amener des situations climatiques, notamment un peu plus extrêmes que ce qu'on avait l'habitude de rencontrer. Et donc, lorsqu'on fait l'identification des risques, tout ce qui est lié au climat, donc les températures, les notions de vent, les notions d'érosion des sols, de sismicité, donc liés ou non au dérèglement climatique, mais en tout cas, tous ces aspects-là sont passés en revue. Et ce qu'on essaie de voir, c'est en quoi ça peut impacter les installations, en quoi ça peut impacter les opérateurs, et essentiellement ces points-là. Donc, d'un point de vue des installations, globalement, les installations, elles sont dimensionnées pour pouvoir tenir à des températures qui sont définies au préalable et qui se basent sur des températures. Je ne sais pas aujourd'hui combien elles sont sur le basis of design, mais en gros, on va définir une température et les installations, elles seront censées pouvoir fonctionner jusqu'à ces températures-là. Au-delà des températures de design, on est hors design, donc là, il y a deux solutions. Soit on arrête les installations le temps que ça redescende, soit on essaye d'évaluer, enfin, soit on fait changer via des études les températures acceptables par les installations. Il faudra prouver que les installations ne tiennent pas, non pas à 50 degrés, mais tiennent à 60 degrés. Aujourd'hui, on est sur des températures généralement de design qui sont plus élevées que les températures attendues, en tout cas plus que les 1,5 ou 2 degrés attendus en augmentation de température. On a des marges un peu plus importantes. Ça, c'est pour la partie installation. Et donc, normalement, les installations, c'est pris en compte dans le design. Et les probabilités d'occurrence, comment dire ça? Vu que c'est couvert par le design, on ne va pas se dire, je vais prendre un exemple un peu bête, hein, mais il fait chaud, donc mon installation va avoir des problèmes. Il fait chaud, mon installation a été prévue pour, j'ai pas d'accident. C'est un peu ça la démarche. D'un point de vue des opérateurs, c'est des questions auxquelles on a commencé à se poser, mais pour l'instant, on est quand même très en amont sur le développement du projet. Mais la question des canicules, par exemple, a déjà été abordée dans notre bureau, savoir comment on allait gérer les notions de canicule si on a des opérateurs qui doivent se balader dehors toute la journée. Ces points-là, c'est des questions qu'on ne se posait pas forcément avant, parce qu'on arrivait dans un endroit, on savait que les températures, c'était, en tout cas en métropole, il n'y avait pas particulièrement de problème lié à ça. On pouvait avoir ces problèmes-là dans des contrées où il y avait des grands froids, des contrées où il y avait des hautes températures. C'est un peu nouveau d'avoir ça en métropole, mais on se rend compte que c'est des sujets qui arrivent. Et donc, on commence à se poser les questions. On est un peu trop en amont de la phase design pour pouvoir avoir des réponses sur ces sujets-là. Mais on est dans une démarche d'identification, on se pose ces questions-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, Non. vous voyez un peu le pire. Oui. Donc, effectivement, juste pour apporter peut-être un complément d'information par rapport à ce qu'a pu dire Julien, il y a effectivement
la prise en compte de la sécurité des personnes. Il y a la résistance des équipements et des matériaux à des chocs et des contraintes, des chocs de toute nature, pas uniquement mécaniques, mais aussi thermiques et d'autres contraintes. Ces questions-là se réfléchissent dès la conception pour n'importe quelle installation, et a fortiori une installation industrielle, et elle est dépendante de plusieurs choses. Elle est dépendante de la géographie, elle est dépendante de la nature de l'industrie par elle-même, du procédé par lui-même, et un certain nombre de choses sont déjà prédéfinies et prénormées, pas réglementairement, mais normées au sens de normes de construction. Typiquement, au sein même d'Élys Énergie, construire une usine de méthanol dans le bassin lyonnais, en Alsace ou dans le Piémont pyrénéen peut d'ores et déjà avoir un impact sur la conception même de l'installation d'un point de vue de sa tenue, de ses équipements. Concrètement, on parle souvent de prise en compte du risque sismique. Il est normal qu'un bâtiment administratif qui accueille les opérateurs et l'exploitant ne soit pas renforcé de la même manière dans sa construction et dans sa conception, selon que l'installation soit située dans une zone non soumise à l'aléa sismique, comparativement à une zone qui est soumise à l'aléa sismique. Donc finalement, les conditions climatiques est une donnée d'entrée, comme peut l'être la géosismicité de l'endroit physiquement. Et donc, dans la conception, nous prenons en compte, comme tout industriel finalement, nous prenons en compte deux sources d'informations que sont qu'est-ce que nous produisons et où est-ce que l'on fait, où est-ce que l'on produit. Donc la géographie. Et donc, si ce que nous produisons doit pouvoir vivre dans un intervalle de température, je donne un exemple complètement tiré du chapeau, entre moins 10 degrés et 25 degrés, mais que l'historique des températures dans la localisation se situe entre moins 13 et plus 42, ils sont pris des intervalles à partir des données maximales sur lesquels il y a des tolérances et des demandes normatives de tenue au choc thermique qui sont d'ores et déjà prescrits dans les codes de construction. Et donc, c'est ce que nous essayons, enfin, c'est ce que nous devons appliquer, et c'est ce que nous faisons lorsque nous concevons une installation industrielle. Et de ce point de vue-là, le projet EMROAD n'apporte aucune nouveauté par rapport à la construction d'une autre usine qui produirait un autre produit dans le bassin ou en France. Votre question me fait réagir parce que, en fait, ma question, c'est précisément ça, c'est que les données climatiques, aujourd'hui, personne n'est capable de les dire avec certitude quel sera le climat dans 20, 30 ans. Et on peut avoir une perspective très pessimiste, selon les experts, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, on va sur du 4-5 degrés de réchauffement, avec des épisodes extrêmes, encore plus probables. Et ma question, c'était précisément ça. Comment vous, en tant qu'industriel, vous vous situez face à cette incertitude? On sait que c'est toujours compliqué, et c'est d'ailleurs même votre travail de gestion et de mise en place, de gérer l'incertitude est compliqué, quoi. Voilà. Donc, comment vous vous situez? Enfin, ce que j'ai entendu dans votre réponse, c'est que vous prenez l'incertitude, enfin, le risque le plus élevé, le scénario le plus pessimiste pour pouvoir être en mesure d'y répondre face aux futurs aléas climatiques qu'on a du mal à prévoir, qu'on fait aujourd'hui. Il y a la prise en compte des conditions extrêmes connues et l'anticipation des conditions extrêmes évaluées. C'est ça qu'on vous rend le micro? Après, il faut aussi penser que si le projet se faisait dans la vie de l'exploitation du site, nous, on réalise des analyses de risque. Et en fait, ces analyses de risque-là, elles sont mises à jour en continu
réévaluer en fonction effectivement des évolutions aussi, par exemple, climatiques. Et donc, si à l'avenir, dans n'importe quoi, dans 10 ans, on se rend compte qu'effectivement, on a des pics de chaleur vraiment très importants, beaucoup plus importants que dans le passé, eh bien, on réévaluera dans la partie analyse de risque l'impact de ces changements climatiques sur nos installations, sur nos procédés, et quelles sont en fait les mesures, si on doit mettre des mesures supplémentaires pour répondre à ces aléas. Donc en fait, on continue dans la vie du site, continuellement, les analyses de risque sont réévaluées, les risques sont réévalués aussi. Avant de passer à notre dernière partie, est-ce qu'il nous reste des questions autour de la table? En visio, je crois que personne n'a souhaité s'exprimer jusqu'à maintenant. Donc, c'est que tout doit être clair. On ne va pas préjuger, en tout cas, en tout cas, on va partir du principe que vous avez bien entendu, que vous suivez bien les échanges et que ça ne nécessite pas de questions jusqu'à maintenant. On peut donc enchaîner sur le dernier zoom sur les études d'impact. Et on aura bien sûr un dernier temps d'échange à l'issue de cette partie. Oui. Donc effectivement, le deuxième volet, on a vu, c'est l'étude d'impact. Et donc là, on va regarder en fait l'ensemble des impacts potentiels du projet sur l'environnement et sur un certain nombre de thématiques, que ce soit effectivement sur le paysage, on a parlé l'eau, la partie aussi logistique, transport, la biodiversité, et ensuite tout ce qui est aussi bruit, air, odeur. Alors, ce soir, je vais essayer de passer en revue l'ensemble des sujets, bien que certains sujets, je ne vais pas forcément m'attarder sur tous les sujets, puisqu'il y a certains sujets qui sont beaucoup plus détaillés dans des ateliers spécifiques et des ateliers dédiés, et notamment, par exemple, la conférence débat sur l'eau, notamment. Donc, voilà, il y a des sujets qui sont un peu plus spécifiques, mais l'idée de ce soir, c'est vraiment de passer en revue l'ensemble de ces sujets-là sur la partie impact du projet. Donc, pour minimiser les impacts du projet sur l'environnement, on utilise une démarche qui est la démarche ERC pour éviter, réduire, compenser. Donc, elle se met en œuvre en priorité à la source, donc effectivement avant la réalisation du projet. Et il s'agit en fait pour chaque volet de prioritairement, dans un premier temps, d'éviter au maximum les atteintes du projet sur l'environnement. À défaut, si on ne peut pas les éviter, c'est de réduire au maximum les impacts du projet. Et je dis bien en dernier recours, de compenser si l'ensemble des mesures de réduction et d'évitement sont insuffisantes, de compenser les atteintes qui n'ont pas pu être évitées ou réduites. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre le développement humain et la préservation de l'environnement. Et donc, sur le premier sujet, qui est le sujet de la biodiversité, ça concerne en fait l'impact du projet sur les différentes espèces de faune et de flore qui seraient réintroduites sur le site. Bien que, effectivement, ce soit un site, une friche industrielle, la nature reprend ses droits, et donc forcément, il y a potentiellement des espèces qui ont pu réinvestir le site. Et donc, pour évaluer ça, on a réalisé ce qu'on appelle un inventaire 4 saisons, une étude environnementale, qui a permis d'identifier un certain nombre d'espèces qui sont présentes sur le site, comme des espèces d'oiseaux qu'on a présentées ici. L'étude a été finalisée donc en fin 2023 et a permis effectivement de recenser en fait l'ensemble des espèces en jeu pour la suite du projet. Et donc la démarche ERC, ça vise en fait à réduire l'impact, dans un premier temps, éviter au maximum les impacts du projet sur la faune et la flore, en choisissant une implantation pour éviter les zones à enjeu, des choses comme ça, de réduire les impacts du projet en, par exemple, créant des aménagements spécifiques pour garder un habitat propice finalement aux espèces. Et enfin, de voir effectivement si l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction
ne sont pas suffisantes, de mobiliser peut-être des parties de compensation pour compenser en fait, l'impact du projet sur la faune et la flore. Donc là, en termes de séquencement, donc on a finalisé l'inventaire 4 saisons et on est en train de débuter la séquence ERC sur la partie évitement, réduction. Sur le focus sur le paysage, l'intégration paysagère. Donc le parti pris, ça a été de travailler sur une intégration du site dans son environnement au maximum. Le site s'intégrera donc forcément sur une plateforme industrielle, donc avec déjà un impact visuel, mais l'objectif c'est vraiment de s'intégrer dans cette plateforme. Le parti pris, c'est utiliser des matériaux adaptés et pour ne pas avoir en fait sur certains bâtiments cette notion un peu comme pour le parti électrolyseur d'hangar métallique et voilà d'avoir une intégration aussi paysagère sur le site. Donc là, on vous a montré les premiers visuels finalement qu'on a sur le site de Emeraude. Sur la partie eau, donc effectivement, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais bon, il y a des notions qu'il faut quand même parler. Donc l'approvisionnement en eau, il serait assuré par le GIE Osiris, depuis une nappe, la nappe alluviale du Rhône, du Rhône. Et les besoins en eau, pour le projet UM-Rhône, ils seraient divisés principalement en deux. Le premier, c'est concernant la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Mais également, le deuxième, c'est pour les besoins en refroidissement. Et les besoins en refroidissement, ils représenteraient environ 80% des besoins. On est sur un prélèvement brut qui serait d'environ, on en a parlé, 2,7 millions de mètres cubes par an. Et des rejets d'1 million de mètres cubes par an. Et au niveau territorial, il y a des plans d'économie d'eau qui existent sur la zone et qui définissent un certain nombre d'objectifs pour améliorer et réduire la consommation d'eau dans la zone. Et le projet, donc EM-Rhône et les études qui sont en cours, elles sont faites pour s'intégrer à ces plans. Et il y a plusieurs pistes pour optimiser et réduire la consommation en eau. Le premier, c'est forcément déjà dans un premier temps en interne, avec des choix technologiques, des processus de recyclage, d'optimisation de l'eau. Mais aussi, une des alternatives pour économiser et réduire la consommation d'eau, ça serait en fait de prélever, non pas directement dans la nappe, mais d'utiliser en fait les rejets des industriels, un certain nombre de rejets industriels de la plateforme pour les besoins en refroidissement, qui représentent effectivement la plus grosse part de besoins en eau du projet EM-Rhône. Et par la même occasion, le GIE, qui est effectivement responsable du parti prélèvement et rejet, travaille aussi de son côté pour réduire le prélèvement en eau. Sur la partie transport, alors quand on parle de transport, sur le projet EM-Rhône, ça fait appel à deux notions. Le premier qui est finalement le transport du CO2, l'acheminement du CO2, et le deuxième qui est l'expédition du méthanol. Alors, pour le transport du CO2, il y a plusieurs, et ça fait partie des alternatives au projet, il y a plusieurs alternatives. Pardon. Le premier, ça serait finalement un import de CO2 depuis une source extérieure à la plateforme, par exemple effectivement la cimenterie et la forge, avec des modalités de transport par camion. La deuxième alternative, ça serait un apport des besoins à 100% depuis la plateforme par les industriels de la plateforme. Et donc là, ça serait principalement un transport par canalisation. Et un mix, finalement, de troisième alternative, c'est un mix en fait un peu des deux. Et au sujet des modalités d'expédition du méthanol, il y a 4 alternatives possibles: par canalisation, par voie ferrée, par voie fluviale et par la route.
Et en fonction de ces options, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Le transport routier, forcément, l'avantage, c'est qu'il est flexible, qu'il est peu coûteux et qu'il ne nécessite pas de modification finalement d'infrastructure et qui génère de l'emploi localement. En revanche, forcément, les inconvénients, c'est que le transport routier, ça encombrerait effectivement les réseaux routiers déjà existants et ça générerait effectivement de la pollution locale et mettrait du CO2. Une autre option logistique qui est envisagée, c'est un mix entre un transport routier et ferroviaire. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on pourrait moduler les besoins entre les courtes et les moyennes distances, et donc réduire l'impact du CO2 du transport. En revanche, avec le ferroviaire, du coup, ça nécessiterait forcément des besoins d'infrastructures importantes et plus coûteux. L'autre option, ça serait en fait d'avoir en fait l'ensemble des modalités avec son transport routier, ferroviaire et fluvial. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on pourrait moduler, en fait, selon les besoins, entre courte et longue distance. Et puis le fait d'avoir plusieurs options, ça sécuriserait aussi l'approvisionnement. L'inconvénient, c'est qu'on aurait effectivement potentiellement des ruptures de charge qui seraient à prévoir. Et la combinaison de ces modes de transport est inadaptée aux faibles distances. Sur la partie transport, ce qu'il faut, dans ces différentes options, et les énergies privilégient quand même l'option par voie ferrée et fluviale pour réduire au maximum l'impact du réseau du transport routier. Un autre volet qui est étudié dans l'étude d'impact, c'est l'impact sur l'air et l'odeur. Donc ça fait partie. Le projet EM-RHône pourrait générer des émissions atmosphériques à l'atmosphère ou encore des odeurs. Et le projet devra respecter un certain nombre de seuils réglementaires sur ces aspects-là. Et donc pour cela, on a réalisé une première étude a été lancée sur la qualité de l'air et l'étude olfactive. L'objectif de cette étude, c'est dans un premier temps de caractériser en fait les enjeux déjà existants sur le territoire. C'est également aussi de recenser les différents traceurs des activités prévues. CO2, poussière et composés organiques volatiles, dont le méthane. Et l'autre objectif de cette étude qui est lancée, c'est de réaliser en fait une campagne de mesures spécifiques sur la qualité de l'air et des odeurs. Et cette campagne, elle est prévue courant janvier. Elle a été initiée, elle est prévue courant janvier sur la plateforme. Donc ça, c'est pour réaliser en fait ce qu'on appelle finalement l'état initial, avant-projet. Une fois qu'on a l'état initial, la deuxième étape, ça sera d'identifier, ça a déjà un peu commencé, mais c'est d'identifier le traçage des différentes substances liées à nos procédés, à nos installations, et voir effectivement les potentielles émissions à l'atmosphère, les potentielles odeurs de nos installations qui pourraient générer nos installations. Et une fois qu'on aura identifié ces traçages de ces substances, effectivement, c'est d'identifier si on a dépassement de certains seuils ou qu'on voit qu'on a des substances qui génèrent, qui génèrent des nuisances en termes d'émissions atmosphériques, c'est d'identifier les mesures qu'on peut mettre en place pour réduire ces émissions atmosphériques ou ces odeurs. Sur le périmètre de l'étude, donc c'est pour ça que je disais que l'étude a déjà commencé sur la partie périmètre de l'étude. Donc sur le périmètre de l'étude, on voit que finalement, donc on fait appel à un bureau d'études spécialisé qui a réalisé cette étude-là. Et donc, les premières conclusions sur le périmètre, c'est qu'il n'y a pas de zone habitée à proximité immédiate du site. Les populations sensibles, elles sont principalement situées au nord-est du projet, du site. Sur le suivi de la qualité d'air, donc effectivement, il y a déjà en place 3 stations fixes qui sont mises en place par Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, qui permettent en fait de suivre un certain nombre de polluants qui sont déjà suivis. Le dioxyde d'azote, on retrouve effectivement le dioxyde d'azote, le monoxyde d'azote, l'ozone, les particules
particules fines, et le benzène, qui sont caractéristiques des émissions, des polluants actuels, on va dire, de la plateforme. Et donc la campagne de mesure qui est prévue en janvier, on va avoir différents préleveurs, en fait, à différents endroits proches du site, qui vont permettre de mesurer un certain nombre de polluants. Et donc, on a défini en fait un certain nombre de polluants qui sont liés aussi aux polluants déjà suivis par Atmo, et pour avoir une identification un peu plus détaillée, un peu plus poussée, proche vraiment du site, sur ces différents polluants qui sont effectivement le dioxyde d'azote, les particules PM10, PM2,5 et les composés organiques volatiles, dont le méthanol, qui fait partie effectivement des substances de nos installations. Me permet, on a cité Atmo, est-ce qu'on peut rappeler, y compris pour les participants en visio, quel organisme c'est? Alors c'est un organisme qui permet en fait de suivre finalement les émissions atmosphériques et les différents polluants à différents endroits. Alors pas que, donc là c'est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans toutes les régions. Effectivement, il y a plusieurs stations qui sont positionnées à différents endroits et qui permettent de suivre différents polluants, qui permettent d'avoir un indice de la qualité de l'air. Merci. Et donc, c'est pour ça que je disais que l'étude a quand même déjà, même si on n'a pas réalisé la campagne de mesure, on a déjà quand même avancé sur cette étude-là, avec effectivement les premiers recensements des premiers traceurs d'activité. On a déjà identifié certaines émissions issues de nos procédés, et donc on retrouve les particules, les COV et LM2. Et on a déjà identifié effectivement des premières mesures qui permettraient de réduire en fait ces émissions atmosphériques. Dans un premier temps, c'est l'utilisation restreinte de la torchère, donc l'utiliser effectivement uniquement en secours. Du coup, avec des émissions captées et filtrées. Et pour la partie odeur, même si à ce stade du projet, nous n'avons pas identifié d'odeur caractéristique sur nos procédés, de mettre en place un suivi des molécules odérantes. Donc la campagne de mesure va permettre d'avoir un niveau de détail un peu plus poussé sur ces éléments-là. Et ensuite, il y aura des étapes d'identification des substances liées à nos projets et l'identification des potentielles mesures. Sur la partie bruit, donc effectivement, il existe aussi un cadre réglementaire précis avec des seuils, des maximums autorisés autour de la plateforme, enfin autour du site, périphérique du site, avec un maximum autorisé de 70 décibels de jour et de 60 décibels de nuit. Et donc, les prochaines étapes, finalement, c'est d'identifier sur nos installations tous les systèmes, toutes les installations qui pourraient générer du bruit et qui pourraient effectivement générer du bruit qui pourrait dépasser ces seuils-là. Et donc, si on a des systèmes qui généreraient du bruit, la deuxième étape, ça serait d'identifier effectivement toutes les mesures qui permettraient de réduire ce bruit, donc des techniques d'insonorisation, d'utilisation d'équipements plus silencieux. Et dans un premier temps même, ça passe aussi par planifier en fait la disposition des installations sur le site pour effectivement éviter de générer du bruit au-delà du site. Donc ça passe dès en amont par le positionnement des installations. Donc voilà, je pense qu'on a l'étude d'impact finalement, voilà, c'est finalement regarder tous les impacts du projet sur un ensemble d'éléments. Et en fait, cette étude d'impact-là, elle sera soumise ensuite à l'administration qui regardera sur l'ensemble de ces volets-là les impacts du projet et finalement les mesures que l'on a mis en place pour réduire l'impact sur l'environnement. Merci. On arrive au bout de la présentation, mais pas des temps d'échange. Donc, on va se retourner vers nos participants en visio et en présentiel pour voir si cette
dernière partie a suscité des questions, y compris notre participante joker au fond de la salle qui a le droit de poser des questions. En visio? Oui, en visio. Alors, je vais donner le micro à ma collègue, comme ça, elle va se faire le relais de cette première question de participant en visio. On a une question en visio. Y a-t-il un impact sur l'artificialisation des sols? Alors, il y a effectivement, ça n'a pas été présenté là, mais on y regarde aussi effectivement l'impact sur le sol. Donc, il y a déjà des études de sol qui ont été lancées d'ailleurs sur la qualité du sol, sur les polluants présents sur le sol, dans le sol, effectivement. Et donc, ce volet-là est également pris en compte dans l'étude d'impact. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante pour notre participant en visio? On va leur laisser un peu de temps s'ils ont besoin d'approfondir. La question de l'imperméabilisation. La personne est en train de répondre. Parfait. On peut peut-être répondre sur l'imperméabilisation en attendant que notre personne en ligne complète. Je pensais au fait de rester. Au fait de rester net zéro. Net zéro. Zéro artificialisation nette? Oui. On part de ce principe-là? Oui. Très bien. Donc, l'imperméabilisation. On est sur c'est ça. Super. Merci, monsieur. On vous écoute. Il y a les deux volets. Il y a le volet imperméabilisation et le volet artificialisation. Alors, effectivement, je pense qu'à ce stade, on n'a pas forcément une réponse définitive sur le sujet, à moins que je me trompe. Mais enfin, je ne veux pas forcément dire des choses sur lesquelles nous n'avons pas comment dire, l'ensemble des éléments de réponse. Toutefois, simplement pour rappeler ce que c'est que le zéro artificialisation net, il y a une politique de l'État et des pouvoirs publics qui aujourd'hui incite à ne pas utiliser un foncier qui est aujourd'hui non fléché ou non déjà utilisé pour l'industrie, pour un usage donné, de ne pas, dans les nouveaux projets, dans les nouvelles installations, comme par exemple une maison individuelle, ne pas venir construire là où il est possible de reconstruire sur un endroit qui était déjà artificialisé. La particularité de ce site, et je laisserai la parole à mes collègues s'ils avaient quelque chose à apporter à ce sujet, mais de ma compréhension, et qui aujourd'hui n'est pas complètement fini d'être développé en termes d'interrogation des pouvoirs publics, et que le fait que le projet, dans son foncier, s'inscrit dans une plateforme chimique, la zéro artificialisation nette ne concerne pas la plateforme chimique et ne s'applique pas à la plateforme chimique. Ça fait écho également au PPRT d'une certaine manière, et je dis bien seulement d'une certaine manière, puisque finalement la plateforme chimique est identifiée, ciblée, fléchée par les pouvoirs publics comme étant un lieu d'accueil des industriels. L'artificialisation, enfin l'installation d'unités, quelles qu'elles soient, et les énergies ou autres, n'est pas considérée comme une artificialisation supplémentaire des sols du point de vue de cette politique-là. Effectivement, un élément qui nous a, je parle sous le contrôle de Madame Desjours, qui nous a été rappelé ce matin par un élu, qui avait l'air d'avoir une compréhension aussi qui allait dans ton sens. Donc c'est un élément qu'on pourra renoter au compte rendu pour si vous avez des éléments ultérieurs pour appuyer ce propos. Mais voilà, on gardera une trace. C'est effectivement les éléments de réponse qu'on a eu ce matin aussi de la part des élus. Et on va compléter par nos intervenants autour de la table. On vous écoute. Oui, si je peux rajouter quelque chose, en fait, le site, c'est une ancienne carrière qui a également servi de support industriel pour pouvoir faire alors du remblai avec des terres d'excavation. C'est pour ça aussi qu'il y a des études de sol qui sont faites de manière complémentaire pour pouvoir identifier les pollutions qui sont présentes sur le site. Alors, sur la question artificialisation, je rejoins effectivement ce qui a été dit, c'est qu'on a très peu de doutes
sur la partie zéro artificialisation nette, puisqu'on est sur un terrain qui a vocation à être industriel, au-delà même du fait qu'il soit dans une zone de plateforme. En complément, nous, au sein du dossier, de toute façon, on analyse aussi la compatibilité avec ce qui s'appelle la partie plan et programme, dont le plan local d'urbanisme, mais également tous les documents objectifs et les documents supports qui sont utilisés, que vont être notamment le SRADET, donc schéma régional, j'oublie tout ce qui voilà. Aménagement d'égalité et des territoires, c'est ça. Développement. Aménagement durable, égalité des territoires, voilà. C'est quand j'ai mes notes, mais je ne les ai pas prises. Et ça prend aussi en compte les SCOT. Donc, pareil, au niveau de l'aménagement du territoire, et c'est surtout sur ces niveaux-là, en fait, de documents que doivent être conçus le zéro artificialisation nette. Alors, on va continuer à prendre d'autres questions s'il en reste. Oui, madame. On va rester aussi à l'écoute de nos participants en visio. N'hésitez pas à compléter si besoin. Je vais faire un commentaire de ce qui a été dit en fait ce matin dans l'atelier petit déjeuner. Une remarque et une question par rapport au transport. Des réponses qui avaient dit que justement les camions seraient en dernier ressort parce que, a priori, c'est pas satisfaisant dans la mesure où on est à la fois sur de la saturation de trafic, mais aussi économiquement, on perd de la compétitivité économique, car on recarbone d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'on joue sur la question du rendement, enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, rendement énergétique, mais voilà, donc il y a cette question camion oblige à recarboner d'une certaine manière, donc on perd en pertinence. Voilà, en pertinence par rapport au projet même. Donc, je remets sur la table, je vais dire, la question et la réponse de ce matin. Ça a paru aussi intéressante à partager. Sur le transport, du coup, remettre d'ailleurs les diapos là, c'est un petit mot là. Je vais garder celle-ci où il y a les avantages et les inconvénients. C'est celle-là ou c'est celle d'avant? Oui, celle-ci. Sur les alternatives de transport. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui. C'était pour rappeler la réponse de ce matin et la question pour la soumettre à l'attention de tout le monde. Absolument, je suis en mesure de le confirmer, effectivement. Je rajouterai rien de plus que ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que finalement, on travaille par le facteur d'émission, si vous voulez, des modes de transport, facteur d'émission qui veut dire combien de gaz à effet de serre supplémentaires, une fois le produit final abouti, pouvons-nous générer par son transport. Et que par voie fluviale ou ferrée, et bien entendu de ce point de vue-là, toujours plus intéressant que le routier. Et que le routier n'était qu'une alternative en cas d'incapacité temporaire à pouvoir réaliser un acheminement par le mode fluvial ou ferré. Okay. C'est un complément utile, je pense, à ce qui a été dit ce matin. Est-ce que, oui, vous voulez compléter? On vous écoute. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à votre dernière présentation sur les impacts et notamment la question des nuisances. Même si les questions n'ont pas été posées, souvent la question est, sur ces questions-là, c'est qu'en fait, c'est du réglementaire. Donc les particules, tout ce que vous avez montré, on reste dans du réglementaire. Et parfois, il y a difficulté à comprendre particules fines, particules. En fait, qu'est-ce qu'on prend vraiment? Bon, vous nous dites PM10 et PM2.5. J'avoue que si je suis garante, mais je ne connais rien à ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y a souvent une incompréhension pour les gens, sur vraiment qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'on mesure vraiment. Je sais très bien que c'est des choses qui sont données et dont vous êtes obligés,
Et parfois, les gens se demandent qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour eux, en fait. Voilà, si je peux me permettre. Est-ce que là, ce soir, on peut répondre de façon précise? Si on ne peut pas répondre ce soir, c'est pas une question, mais voilà. De toute façon, voilà, effectivement, on peut pour compléter l'avoir la suivi sur plus beaucoup tard. de dossiers, c'est souvent des choses qui ne sont pas très faciles à comprendre. Premier tour de réponse. Oui, c'est juste pour apporter une explication sur ce que sont PM10 et PM2.5. Donc en fait, ce sont les particules d'une taille inférieure à 10 micromètres et inférieure à 2,5 micromètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus la particule est fine, plus elle va loin dans les poumons et donc plus elle est dangereuse en fait pour l'homme et plus il y a un impact sur la santé. Donc c'est pour ça que c'est important de les mesurer. En fait, plus les particules sont grosses, plus elles vont être arrêtées par la partie haute de la sphère ORL et du coup ne pas aller impacter la santé. Et tout l'enjeu est justement de diminuer ces toutes petites particules qui en plus ne se voient pas, de manière à préserver la qualité de l'air. Et la santé, c'est un corollaire, mais oui, ça va de fait. Ce que je voulais rajouter également, c'est qu'au-delà des suivis qui sont réglementaires et qui sont faits par Atmo, alors Atmo, c'est une association mais, donc, de surveillance de la qualité de l'air agréée par l'administration. C'est quoi terme direct, effectivement, il y en a une par région qui assure le suivi via des stations de mesure qui sont disponibles, enfin, dont les résultats sont disponibles aussi sur Internet, qui font aussi de l'information envers le public sur des molécules qui sont pertinentes par rapport au secteur. Et sur l'analyse qui va être faite, il y a des molécules là supplémentaires qui ont été mises, notamment donc celles qui peuvent être rejetées par le procédé, à savoir le méthanol, pour voir qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle au niveau état initial, parce que le projet du site se met quand même dans un contexte industriel. Alors, il n'y a pas que le méthanol qui va être suivi, c'est toute une famille en fait de composés. Après, si le projet se fait, en ayant l'état initial, ça permet de pouvoir voir aussi quel va être l'impact du projet sur l'environnement. Si je peux me permettre, on a une question visio sur ce point pour approfondir. Alors, comment expliquer qu'un processus chimique traitant des gaz émette des poussières fines? Ça rejoint un peu ces premiers éléments de réponse que vous avez formulés, si j'ai bien compris. Sur les particules fines, c'est aussi l'impact du transport également, avec le transport routier, des choses comme ça. Donc on regarde en fait, il n'y a pas que le procédé finalement, c'est aussi l'impact global du projet, et donc du coup sur les modalités de transport. C'est pour ça que sur les particules fines, c'est aussi la partie transport. Ça marche. Pour côté salle, est-ce que ça suffit à compléter la réponse? Oui. Et côté visio, n'hésitez pas à nous relancer si vous voulez préciser ou obtenir des informations complémentaires. Je rappelle également que via le site internet, on sera emmené à publier régulièrement des informations complémentaires. Donc, si un élément n'est pas complet ce soir, il pourra être complété par la suite. On reste bien sur cette règle-là. C'est visiblement une question qui entraîne des compléments. Oui, ça, on vous entend, je crois. Oui. C'est aussi qu'on est très en amont aussi du projet, et donc sur le procédé, on n'a pas connaissance de tous les potentiels rejets, peut-être d'émissions atmosphériques, et donc du coup, on n'a pas tous les éléments de réponse non plus. Mais l'objectif, c'est au moins de tracer le plus tôt possible en fait, l'ensemble des polluants et des émissions atmosphériques pour pouvoir en fait ensuite analyser et pouvoir mettre en place tout l'ensemble de mesures pour réduire ces émissions. Merci pour ces compléments. Il y a encore une question autour de la table. Une petite demande de précision. On n'a pas encore évoqué le sujet sur l'impact sur la biodiversité, donc sur les espèces protégées. Vous en avez évoqué 3, c'est principalement de la vie faune. Est-ce qu'il y en a d'autres à ce stade que vous avez identifiés?
Oui, alors là il n'y a pas que ces trois-là qui ont été identifiés. Il y a aussi d'autres espèces qui ont été identifiées, également aussi sur la flore, pardon, mais dans un moindre enjeu. Mais il y a aussi également sur la flore. Et les principaux enjeux sont sur la partie faune, notamment aussi des insectes, par exemple. Donc là, ce qui a été présenté, c'est les principaux, mais il y en a d'autres, effectivement, des espèces protégées, des espèces en jeu. Et j'en profite sur le site internet, on est en train de travailler sur. On est en train de travailler sur on va dire, une synthèse de l'inventaire 4 saisons qui a été réalisé, qui permet en fait voilà, de recenser l'ensemble des espèces protégées qui ont été identifiées sur le site et des enjeux associés. Qui sera mis à disposition sur le site internet de la concertation qu'on rappellera en fin de réunion. Mais effectivement, c'est des éléments qu'on pourra mettre en ligne dans des délais assez proches. Est-ce qu'en visio, on a une dernière question? Je sens qu'on touche à la fin et qu'on va tous se diriger vers un temps convivial avant de vous laisser partir. En visio, il y a quelqu'un qui écrit. Quelqu'un écrit. Le suspense est intenable. En présentiel, on a fait le tour, c'est ça? Il n'y a pas de bras qui se lèvent. En visio aussi, et Monsieur Landais remercie pour ces échanges. Merci pour ces échanges. Ce n'était donc pas une question. Nous sommes donc tous libres d'aller boire un coup, avec modération. Du coup, il me reste à vous rappeler que nous avons d'autres dates de rencontres avec d'autres sujets thématiques, qu'on a des feuilles d'émargement à la sortie, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous attendrai avant que vous franchissiez la porte pour m'assurer que vous avez bien pris connaissance des documents. J'ai pas entendu. Mais... On a le droit de sortir que si on s'inscrit à 2. Exactement, je vais être extrêmement quoi. Ah oui, on en fait 3 pour le prix de 2. Et voilà, je remets le site internet également pour ceux qui veulent le consulter. Donc, vous l'avez compris, il sera mis à jour au fur et à mesure de la démarche dès que les équipes ont des éléments qui peuvent être retravaillés et retransmis par... Bonsoir monsieur, qui peuvent être retransmis au public. On n'hésitera pas à mettre à jour dès que possible ce site. Les prochains rendez-vous, c'est donc, alors demain, un stand sur le marché, mais on espère aussi rencontrer des gens qui ne sont pas venus ce soir. Donc, je ne dis pas qu'on ne veut pas vous y voir, mais on espère voir d'autres gens. Et dans tous les cas, la semaine prochaine, comme je le disais en début de rencontre, on a cet atelier sur le raccordement électrique qui se fera en présence de RTE. Donc, ça permettra aussi de changer un peu d'intervenant, parce que vous allez vite vous habituer à avoir les mêmes têtes tous les soirs sur tous les événements. Et puis, donc le stand mobile au niveau du centre commercial dans le secteur de Greenset et la conférence débat à la rentrée le 18 janvier sur le sujet des enjeux de la ressource en eau. Il me reste à vous remercier en visio et en présentiel d'avoir pris le temps de nous suivre après sûrement votre journée de travail. On va donc vous libérer et vous dire à une prochaine fois. Merci à tous.